Alors, je vais donc passer à ma présentation qui s'intitule Brainstorming, Debriefing, et puis après. Euh, quelques mots très brefs pour me présenter. Didier Jobin, je suis coach en gouvernance participative. J'ai une formation technique à la base. J'ai fait mon brevet de formateur d'adulte, et puis après, j'ai fait un certain nombre de choses, notamment la spirale dynamique, le site des organisations. J'ai un diplôme d'une école internationale en gouvernance participative. Dans mes expériences, j'ai managé des gros projets de plus de 100 millions. J'ai été chef de plusieurs équipes, j'étais formateur en entreprise, je suis formateur en entreprise depuis de nombreuses années. Je suis coach individuel, consultant d'équipe, et puis je suis aussi actif dans le domaine associatif. Et c'est en fait dans le cadre de Social Business Models que Claude m'a demandé de vous entretenir sur le thème qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà. J'ai été chercher la définition du mot débriefing et la meilleure que j'ai trouvée, c'était sur Wikipédia. Évaluation post-événementielle dans le cadre d'une équipe ayant pris part à l'événement. Donc, c'est vraiment de dire, on fait un événement et puis on va faire quelque chose après avec la même équipe. Ça peut être directement à chaud ou ça peut être plus tard. Ça peut être des éléments intermédiaires pendant une séquence de plusieurs jours, par exemple. Ça, c'est la définition. Comment ça se passe, le débriefing? Moi, je vois 4 phases pour un débriefing. Je vois une phase d'introduction. C'est poser à votre équipe le cadre du débriefing, c'est-à-dire quelle est votre intention du débriefing, quel est le déroulement, comment ça va se passer, pour leur donner un petit peu des repères. Dans l'espace et dans le temps, combien de temps est-ce qu'il y a plusieurs locaux? Et puis, aussi le cadre de la mesure, il y a des choses qui vont être mesurées. Qu'est-ce qui va être fait? Est-ce que ce débriefing va faire suite à simplement un résumé? Ou est-ce qu'il y aura des conclusions qui seront faites avec l'ensemble de l'équipe? Ou encore, est-ce qu'il y aura une décision qui sera prise, soit en présence de l'ensemble de l'équipe, soit après, ultérieurement, là où les décisions se prennent. Voilà. Ça, c'est la partie introduction. La deuxième partie, c'est la partie réaction. C'est mettre en condition les gens, nous verrons tout à l'heure comment, pour leur permettre de laisser s'exprimer leurs émotions, leurs sentiments, tout en se raccrochant peut-être à certains faits. Je développerai cette partie-là juste après. La troisième étape, c'est l'analyse. C'est faire le lien entre les éléments qui ont été présentés, c'est faire le lien, par exemple, avec une certaine théorie qui peut être en sous-jacente à ce qui a été fait, c'est faire le lien peut-être avec une pratique ou avec tout autre contexte qui peut faire sens dans le cadre de votre débriefing. Et in fine, il s'agit de la phase de clôture qui, au minimum, se réduit à un résumé dans les grandes lignes de ce qui s'est passé du contenu du débriefing. On peut arriver à des conclusions, voire éventuellement à une décision, sachant que ce n'est pas forcément pas nécessaire, mais ce n'est pas forcément là, et en présence de ces personnes-là, que la décision se prendra. Alors, dans la partie 2, le débriefing, susciter les réactions. Alors, je vais vous proposer un certain nombre de possibilités, il y en a énormément d'autres, c'en est quelques-unes. Vous avez à l'écran la première partie que j'appelle mesure quantitative individuelle. Simplement, par exemple, par rapport à une question telle que votre appréciation du déroulement de la journée, eh bien, vous mettez une barre horizontale ou verticale numérotée de 1 à 10, vous donnez une gommette par participant. Il est nécessaire de mentionner l'échelle, c'est-à-dire 1, c'est quoi, et le maximum, c'est quoi. Et puis, vous laissez les participants mettre soit de manière visible de votre équipe, de tout le monde, ou bien de manière cachée, vous tournez le flip chart, et puis les gens vont mettre les gommettes de manière plutôt anonyme. Vous pouvez faire une variante de cette mesure quantitative avec des gommettes de différentes couleurs. Les gommettes vont vous permettre de distinguer les équipes, par exemple, ou bien de distinguer des phases temporelles spécifiques dans les éléments que vous débriefez. Par exemple, de dire, voilà, en jaune, c'est les gommettes, votre appréciation de la partie de la matinée, et puis en rouge, c'est votre appréciation de la partie qui s'est déroulée l'après-midi. Ça peut vous permettre de distinguer les choses. Ceci pour la mesure quantitative.
Ensuite, une autre mesure quantitative individuelle, une variante, c'est de faire une mesure sur deux axes. Par exemple, dans l'exemple ici, vous avez en vertical la satisfaction et puis en horizontal l'utilité. Alors, par rapport à la journée que nous venons de passer, quel est votre niveau de satisfaction de 1 à 5 et respectivement, qu'est-ce que ça a été utile pour vous de 1 à 5? En mettant toujours la même chose, 1 c'est très bas, 5 très élevé ou respectivement très faible, très élevé. Et puis vous allez avoir une répartition de points et vous pourrez en tirer, en analyser quelque chose. Les variantes de cette mesure sont les suivantes. Ça peut être quelque chose d'anonyme. C'est-à-dire que vous mettez le tableau, vous présentez le mécanisme devant tout le monde, vous retournez le tableau et chacun passe mettre ses gommettes l'un après l'autre ou par paquet, c'est selon. Vous pouvez faire comme autre variante, c'est nominatif sans commentaire, c'est-à-dire que les gens mettent simplement leur nom sur la gommette ou leurs initiales, ça peut être quelque chose d'un peu plus long que la gommette bien sûr, ou leurs initiales, mais ils ne font pas de commentaires, ils passent les uns après les autres ou en paquet. Et puis la troisième variante, c'est nominatif avec commentaire, c'est-à-dire qu'en venant poser la gommette, eh bien la personne peut dire, écoutez, oui, c'est vrai, moi, au niveau satisfaction, c'est très bien, mais j'ai trouvé sympa et tout, ça a créé des liens, j'ai pu voir des gens, c'est bon pour le réseau, pour le travail. Par contre, au niveau utilité, j'en ressors avec pas grand-chose, quoi. Voilà. Et puis, ça peut mettre en perspective encore différemment que simplement le posage de la gommette. Voilà. Une autre possibilité, c'est la mesure qualitative, parce que là, on a mesuré le quantitatif, mais en fait, mis à part peut-être la dernière variante qui donne la possibilité de faire des commentaires, eh bien, vous n'en savez pas plus. Donc, une autre possibilité, c'est de faire une mesure qualitative individuelle. Donc, dans cette journée, qu'avez-vous le plus apprécié et le moins apprécié? Vous leur donnez des petits cartons, vous savez, des cartons comme ça, des stylos, et puis ils écrivent sur les cartons, et puis vous rassemblez ça sur un grand pinband, par exemple, et vous pouvez faire sur le pinband des associations d'idées au fur et à mesure que les commentaires. Donc là, ça vous permet pas forcément de mesurer quantitativement, mais vraiment qualitativement, de dire, voilà, ceci, on a plus un nuage dans cette direction-là au niveau des verts, au niveau des rouges, c'est plus 3 thèmes qui ressortent de ce débriefing. Ça peut être intéressant. Une variante eh bien, c'est de leur demander de citer les 5 éléments qui les ont le plus marqués dans la journée. Voilà, donc on ne demande pas de 1 à 5, c'est simplement 5 éléments, il y a un mot-clé par carton, et puis après vous pouvez encore faire des variantes de variantes, en mettant des gommettes, en leur disant de mettre des gommettes vertes ou rouges, si ce qui les ont plus marqués c'était du positif ou du négatif. Une autre variante, eh bien, c'est de faire la même chose, mais vous faites avec des travails en mini-groupes. C'est-à-dire que vous avez des groupes de 2 à 4 personnes. Au-delà, c'est difficile parce que la participation est pas géniale, il y en a toujours un ou deux qui participent moins. Mais entre 2 et 4 personnes, ça reste raisonnable. Et puis, vous leur dites, voilà, vous discutez de ce thème-là, qu'est-ce que vous avez le plus apprécié ensemble, par exemple, puis vous notez les mots-clés. Comme ça, vous avez déjà un mini rassemblement d'idées à travers ces mini-groupes, puis chaque groupe vient faire une présentation. Et après, vous pouvez refaire sur le Pinband, par exemple, une mise en commun de différentes idées. Voilà. Je passe maintenant à la partie brainstorming, deuxième partie. Wikipédia nous dit, concernant le brainstorming, c'est une technique de résolution créative de problèmes ou de génération d'idées sous la direction d'un animateur. Cette méthode a été créée par Alex Osborne en 1940, qui était membre de la direction d'une boîte de publicité. Et puis, il a vu que, en fait, en faisant ça, ça engendrait pas mal de créativité. Donc, les différentes phases du brainstorming sont les suivantes. Il y a d'abord une première phase d'explication. C'est rappeler le déroulement aux participants et les règles de chaque phase. C'est important parce que, comme probablement vous le savez, le brainstorming est créatif lorsqu'on met quelque part nos cerveaux en connexion et qu'on est tous sur la partie droite du cerveau, c'est la partie créative. Voilà. Donc, il faut bien, et c'est nécessaire de le faire, de rappeler aux participants le déroulement et les règles de chaque phase.
Ensuite, il faut poser le thème, c'est-à-dire il faut écrire le thème du problème à résoudre ou des idées à trouver, idéalement visible de tous, c'est-à-dire sur un flipchart, sur un tableau, pour que tout le monde ait le thème sous les yeux. En troisième partie, il y a la partie créativité que je développerai tout à l'heure. La partie créativité, en fait, l'animateur écrit les mots-clés visibles par tous au fur et à mesure qu'ils sont émises par les participants. Un élément qu'il faut faire très attention, c'est qu'il ne faut pas faire d'évaluation ou pas de clarification au moment de la créativité. L'idée, c'est simplement de provoquer des associations d'idées chez les participants, ce qui va justement permettre de dire, ah ben tiens, ce que tu dis là, ça me fait penser à ça, hop, je le mets, on écrit, etc. L'avantage d'avoir un animateur, c'est que lui, il va déjà synthétiser peut-être une idée que le participant commence à décrire sous forme de phrase, et puis il ne restera que la synthèse. L'animateur est aussi là pour calmer le jeu un petit peu, c'est-à-dire de dire attendez, pas tous en même temps, j'arrive pas. Gardez vos idées, mais pas tous en même temps. Comme ça, il a la possibilité de les noter et c'est à la vue d'ensemble de tout le monde. Et l'animateur va aussi aller chercher les participants qui sont un peu plus passifs. Ils sont plus passifs, pourquoi? Parce que très probablement, ils ont un autre mode de fonctionnement. Il y a des participants qui sont très réactifs dans l'immédiat, puis il y a des participants qui ont besoin d'avoir un tout petit peu plus de recul, de voir qu'est-ce qu'il y a déjà comme idée pour peut-être faire des synthèses à l'intérieur, et puis à ce moment-là, commencer de sortir des idées. Ils viennent un peu plus tard que les autres. Et le rôle de l'animateur, c'est aussi d'aller chercher ces participants-là en leur posant la question, en disant ben voilà, qu'est-ce que tu en penses, où est-ce que tu en es, est-ce que tu as une idée, vraiment les interpeller nominativement. C'est aussi le rôle de l'animateur, à un moment donné où il sent que les idées se tarissent un peu, peut-être de relire simplement quelques mots-clés ou tous, et puis de dire voilà, il y a encore ça, est-ce qu'il y a encore d'autres axes, d'essayer de relancer un petit peu la machine, est-ce qu'il y a encore d'autres axes, et que ça vous fait penser encore à peut-être autre chose, et puis ça va permettre peut-être aux participants de ressortir encore l'une ou l'autre idée qui n'était pas, encore à la surface. Voilà. L'élément très important, c'est vraiment l'animateur ne doit pas laisser aux participants la place pour critiquer une idée qui est émise à ce moment-là ou pour poser des questions de clarification à ce moment-là. On est vraiment dans la créativité. La quatrième phase, qui pour moi est aussi importante que la troisième, c'est la clarification, c'est qu'on va passer tous les modèles l'un après l'autre, toutes les idées l'un après l'autre, et puis on va les clarifier, est-ce qu'on a tous compris la même chose? Et puis pour finir, il y a l'évaluation, et l'évaluation, c'est l'avis de chacun. Quel est l'avis de chacun sur chacun des éléments? Est-ce que c'est faisable ou pas dans le cadre des idées qu'on a? Et puis, éventuellement, décider ensemble, de nouveau, si ça fait tel. Voilà. Quelques formes de brainstorming. Vous en avez une qui, moi, me plaît particulièrement, c'est la forme du mind map, parce qu'elle est très facile à mettre en œuvre. Il y a aussi la forme de la liste, simplement mettre les uns avec les autres. Une variante, c'est l'utilisation de post-it, où chaque participant met une idée sur le post-it, et puis vient la déposer en énonçant à haute voix. C'est important. Voilà pour la partie brainstorming. Maintenant, la partie décider. La partie décider, je vois 4 phases. Il y a d'abord le cadre. Dans quel cadre est-ce que nous sommes? C'est se poser la question, qui a la compétence décisionnelle et est-ce qu'elle est partagée? Parce qu'en fait, on est en train de faire quelque chose, mais c'est peut-être, le délivrable va simplement être remis au décideur, qui lui va décider tout seul. Bon. Est-ce que la décision va être prise à chaud ou à froid? Est-ce qu'on va prendre la décision tous ensemble à la suite? Ou est-ce qu'on va prendre la décision plus tard, en comité restreint, ou quelqu'un tout seul? La deuxième étape, c'est le résultat du travail, ça fait l'office d'une proposition. Et c'est essentiel de distinguer l'élaboration du résultat de la partie décidée. En troisième phase, il y a la phase décisionnelle. Je ferai un exemple avec quelques variantes concernant en me basant sur le résultat de brainstorming. Et puis, une fois que vous avez décidé, bien évidemment, il faut communiquer. Décider, phase décisionnelle, quelques variantes. Je prends comme cadre hypothétique que la compétence décisionnelle est attribuée à l'équipe qui vient de réaliser le brainstorming. Que la décision réalisée se fera directement à la suite du brainstorming.
que l'avis des participants ont déjà été partagés dans le cadre du brainstorming et que l'appréciation de la faisabilité des idées a déjà été réalisée aussi. Voilà où l'on est. Donc, une possibilité pour décider collectivement, c'est par exemple, après avoir décidé combien d'idées il fallait retenir, eh bien, c'est simplement que chacun attribue 3 notes à 3 idées différentes. C'est-à-dire que chacun peut attribuer à 3 points, 3 notes, une note à 3 points, une note à 2 points, une note à 1 point. Et puis, sur toutes les idées qui ont été énoncées, eh bien, il va donner ces 3 points à l'idée qui lui plaît le plus, ces 2 points à celle qui lui plaît un peu moins, 1 point à celle qui lui plaît quand même un petit peu, et puis toutes les autres, il les abandonne. Voilà. La décision, c'est quoi? La décision, c'est le résultat de la sélection des idées qui ont récolté le plus de points. Ça, c'est une variante que j'ai appelée variante notification. La variante 2, c'est la variante les 3 feux. Là aussi, si c'est nécessaire, décidez préalablement du nombre d'idées à retenir. Chacun reçoit 5 gommettes vertes, 3 gommettes oranges et 3 gommettes rouges. Le vert signifie « je suis pour ». L'orange signifie « c'est pas idéal pour moi, mais je peux vivre avec ». Le rouge signifie « je ne peux pas vivre avec ceci ». L'idée, c'est qu'en fait, chacun prenne ses gommettes et attribue les gommettes absolument comme il veut. Si pour lui, il veut mettre 5 gommettes vertes sur une idée, ou bien répartir ces 5 gommettes vertes, c'est comme il veut. S'il met 3 gommettes oranges ou 3 gommettes rouges sur une même idée, c'est comme il veut. Donc, il n'y a pas de règle par rapport à ça. Les décisions sont prises comme ça. Les idées qui ont obtenu le plus de vert sont retenues. Les idées qui ont obtenu le plus de rouge sont éliminées. Et les idées qui ont obtenu le plus d'orange, mais sans rouge, sont retenues. Voilà. Ça, c'est une autre variante. Et une troisième variante, c'est la variante du consentement. La variante du consentement fonctionne juste un tout petit peu différemment. Par économie d'énergie, on fait faire le brainstorming à un nombre réduit de l'équipe, 2 ou 3 membres. Ensuite, ces 2 ou 3 membres rédigent une proposition avec ce que eux pensent être les meilleures idées et ils vont le rédiger pour l'ensemble du collectif, l'ensemble du groupe. Dans une deuxième étape, avec l'ensemble du groupe, un des membres, le proposeur, va présenter la proposition. Ensuite, chacun aurait la possibilité de poser sa ou ses questions de clarification. Ça, c'est un premier tour de table. Et le deuxième tour de table, chacun aura la possibilité de donner son avis. Qu'est-ce qu'il pense sur l'ensemble de ces propositions qui sont faites? Ensuite, le proposeur, en fonction des questions de clarification et des avis, il pourra éventuellement adapter sa proposition. Une fois qu'il aura adapté sa proposition, s'il le fait, il peut ne pas le faire, l'animateur va simplement poser la question à chacune des personnes présentes, qui est-ce qui ne peut pas vivre avec cette proposition? Et si c'est le cas, pourquoi? Et en fait, le qui ne peut pas vivre avec cette proposition, ça correspond à ce qu'on appelle une objection. L'idée, c'est qu'en fait, une fois les objections énoncées et mentionnées sur un flipchart de manière lisible pour tous, eh bien, nous allons passer en revue chacune des objections les unes après les autres. Nous rencontrons là où il y a des limites chez chacun d'entre nous, et puis, ensemble, trouver des solutions pour lever uniquement les objections, c'est-à-dire là où il y a quelqu'un d'entre nous qui ne peut pas vivre avec une partie de cette proposition. La décision est prise lorsqu'il n'y a plus d'objection. Voilà, j'ai terminé pour la partie présentation.